Chaque année, la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'homme se réunissent pour échanger sur des sujets d'intérêt commun. Cette année, cette rencontre a eu lieu ici, à Luxembourg, à la Cour de justice, qui a accueilli une délégation de la Cour européenne des droits de l'homme pour aborder des thèmes d'actualité. Parmi ceux-ci, l'intérêt supérieur de l'enfant dans les affaires d'enlèvement transfrontalier, la liberté d'expression à l'ère du numérique, ou encore les obstacles juridiques et physiques à l'accès aux procédures d'asile. Mais cette visite a également été une occasion unique de nous entretenir avec Matthias Guillaumard, président de la Cour européenne des droits de l'homme, et Koen Lenaerts, président de la Cour de justice de l'Union européenne, pour mieux comprendre la mission de chacune de ces deux hautes juridictions. Rejoignez-moi dans nos studios pour assister à leur échange. Bonjour Monsieur le Président Guillaumard. Bonjour Monsieur. Bonjour Monsieur le Président Lenaerts. Bonjour. C'est un privilège de vous avoir tous les deux ce matin dans nos studios. À côté des juges nationaux, la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de justice de l'Union européenne sont les deux grandes figures de la protection des droits fondamentaux en Europe. Ce qui amène parfois le grand public à des interrogations. Quelles sont les différences entre ces deux cours? Quels sont leurs points communs? D'où ma première question. Comment chacune de ces deux juridictions est-elle appelée à protéger les droits fondamentaux? Et je me tourne d'abord vers vous, Monsieur le Président Guillaumard. Qu'en est-il de la Cour européenne des droits de l'homme? Merci beaucoup et je me réjouis beaucoup d'avoir cette possibilité avec le président Lenaerts d'expliquer un peu mieux la complémentarité des rôles. Car je commencerai, plutôt que de parler de similitude ou de différence, par souligner la complémentarité du rôle exercé par les deux cours européennes. Cette complémentarité s'inscrit dans un cadre général duquel, je crois, nous pouvons retenir que les valeurs partagées, les objectifs ultimes que poursuivent l'Union européenne d'un côté et le Conseil de l'Europe de l'autre, sont les mêmes. C'est reconstruire à l'échelle du continent européen un espace de paix et de justice fondé sur la démocratie, l'état de droit, le respect de la règle de droit. Mais ce qui est important, c'est de voir en réalité que c'est le même moteur qui est à l'œuvre dans les deux Europes, qui constituent deux façons complémentaires d'atteindre ce même horizon. Alors pour la Cour européenne, qui est l'organe judiciaire du Conseil de l'Europe, son rôle est particulier. C'est une cour internationale, mais dont les compétences s'exercent à l'échelle régionale, qui a juridiction sur 46 États. Ça, c'est la première différence, et je crois que c'est très important pour les gens de bien comprendre que le Conseil de l'Europe comprend les 27 États de l'Union européenne, plus 19 autres, et qui peuvent être des États qui n'ont jamais été membres de l'Union européenne, comme la Suisse, la Norvège, et d'autres qui sont venus après l'effondrement du bloc socialiste à l'est de l'Europe, rejoindre la grande Europe. Je pense particulièrement en ce moment à l'Ukraine. Ce sont d'abord aux États, à leurs autorités nationales, à leur juridiction interne, qu'il appartient d'interpréter et d'appliquer la Convention, de respecter les droits fondamentaux, les droits humains de chaque personne placée sous leur juridiction. Ce sont d'abord aux juges de chaque État de trancher la question de savoir si oui ou non les droits humains ont été méconnus, et en laissant une certaine marge d'appréciation aux États pour faire vivre cette convention dans leur contexte national, juridique, politique. Si bien que la Cour intervient à son tour et à sa place. Finalement, le propre de la Cour européenne, c'est de faire fonctionner un système qui, pour la première fois dans l'ordre international, a fait de l'individu un sujet de droit, un titulaire de droits fondamentaux que les États doivent respecter sous le contrôle subsidiaire et ultime de la Cour. Et les deux caractéristiques qui donnent de l'efficacité au système, c'est le droit de recours individuel. Nous pouvons être saisis directement par les individus, après épuisement des voies de recours internes, et le caractère obligatoire de nos arrêts qui s'imposent aux États qui se sont engagés à les exécuter sous le contrôle du comité des ministres. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Lenaerts, en ce qui concerne la Cour de justice de l'Union européenne, comment la situation se présente-t-elle? Tout d'abord, je souscris entièrement à ce que le président Guillaumard vient de dire, que les valeurs ultimes qui doivent être protégées sont les mêmes dans le système
du Conseil de l'Europe ou dans le système constitutionnel de l'Union européenne. Si on lit l'article 2 du traité sur l'Union européenne, il y a là 12 valeurs lorsqu'on lit les 2 phrases de cette disposition, et ça commence par la dignité humaine, la liberté, la démocratie, la protection des droits humains, la protection de l'état de droit, la protection des minorités, dans une société caractérisée par le pluralisme, la tolérance, la non-discrimination, la solidarité. Toutes ces valeurs, c'est le socle commun, tant pour le Conseil d'Europe que pour l'Union européenne. Mais en deçà de cette poursuite de ces valeurs, les systèmes sont totalement différents. Et pour la raison bien simple, l'Union européenne, à la différence du Conseil de l'Europe, est un système de gouvernance commune. Pensons au marché intérieur, à la monnaie unique, à l'asile et la migration, l'espace Schengen sans frontières intérieures, coopération judiciaire en matière civile, en matière pénale, tous des domaines politiques dans lesquels le respect des droits humains peut être une question sensible. Pour cette raison, les auteurs des traités ont ressenti le besoin d'établir une charte des droits fondamentaux. Au niveau de l'Union européenne, la charte des droits fondamentaux remplit le même rôle que la liste des droits humains protégés dans les constitutions de nos 27 États membres. Pourquoi ? L'Union européenne a un pouvoir législatif, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne adoptent des milliers de pages d'actes législatifs dans tous les domaines de politique de l'Union européenne et évidemment, cette législation doit être conforme aux droits humains tels que protégés par la Charte. Pour cette raison, le traité de Lisbonne a donc précisé dans l'article 6 du traité sur l'Union européenne que la Charte a la même valeur que les traités. Et cette phrase très simple indique que le rôle de la Charte, c'est de faire partie du bloc constitutionnel de l'Union elle-même, avec pour rôle central que toute législation peut être contrôlée par la Cour de justice sur sa compatibilité avec la Charte des droits fondamentaux. Et donc la Charte remplit maintenant un rôle décisif dans presque 20% de tous les arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne. La Charte est un document moderne qui comporte un certain nombre de droits qui correspondent à la Convention européenne des droits de l'homme, qui est un instrument, comme le président Guillaumard vient de le dire, de droit international, et qui comporte une protection minimale des droits fondamentaux. Mais l'ensemble des parties contractantes, les États, mais aussi l'Union, peuvent aller plus loin, protéger mieux. Alors, lorsque la Charte dit que les droits correspondants doivent être, au minimum, interprétés de la manière conforme aux articles de la Convention européenne des droits de l'homme, tels que ces droits sont interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme, c'est tout simplement pour s'assurer que les États membres de l'Union satisfassent à ce minimum qui est internationalement imposé, mais sans préjudice d'appliquer leur propre constitution, c'est-à-dire la Charte des droits fondamentaux, et de protéger plus fortement. Merci, Monsieur le Président. Vous avez évoqué vous-même également tout à l'heure 2 instruments, 2 sources juridiques importantes, 2 textes essentiels. La Convention européenne des droits de l'homme, d'une part, et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, d'autre part. Ces textes consacrent des droits qui se correspondent en substance. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots pourquoi il est important que la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de justice de l'Union européenne, interprètent ces droits de manière cohérente et comment cette cohérence est assurée? Il est important qu'il y ait cohérence parce que si la Cour de justice de l'Union européenne devait interpréter les droits de la Charte d'une manière qui ne satisfait pas au niveau de protection minimale prévu par la Convention, elle mettrait
dans l'embarras les États membres de l'Union, qui sont tous parties contractantes à la Convention européenne des droits de l'homme. Et les auteurs des traités sur lesquels l'Union est fondée en ont été très conscients, parce que tant à l'article 6 du traité sur l'Union européenne, mention est faite de la Convention européenne des droits de l'homme en disant que ce sont des principes généraux du droit de l'Union. Donc c'est une espèce d'incorporation unilatérale, pour ainsi dire, par les auteurs des traités sur lesquels l'Union est fondée, de la Convention européenne des droits de l'homme comme principes généraux du droit de l'Union. Autant dire, il faut toujours respecter cette convention en toutes circonstances. Et la convention, c'est évidemment la convention telle qu'elle est interprétée et appliquée par la Cour européenne des droits de l'homme, le seul juge légal pour interpréter cette convention. En plus, il y a dans la charte même, l'article 52, paragraphe 3, qui oblige donc la Cour à prendre comme point de départ de toute interprétation des droits de la charte les droits correspondants tels qu'interprétés à nouveau par la Cour européenne des droits de l'homme. Je dis comme point de départ parce que la disposition ajoute que la Cour de justice de l'Union européenne peut protéger mieux. Mais il y a des droits qui ne sont pas correspondants, donc il y a des droits nouveaux, pensez par exemple à tous les droits sociaux qui sont dans la charte, ou donc l'environnement, la protection de consommateurs. Parce que, comme je l'ai dit, la charte pour nous, c'est donc le standard constitutionnel de base pour notre propre ordre juridique interne. C'est un ordre juridique commun à 27 États. Mais le droit de l'Union s'intègre par la figure de l'effet direct et jouissant de la primauté dans les systèmes juridiques nationaux, raison pour laquelle la Cour développe quasiment toute sa jurisprudence relative à la Charte des droits fondamentaux dans le cadre de procédures préjudicielles, avant de dire le droit, c'est-à-dire avant que les juridictions nationales disent le droit. C'est à 180 degrés l'opposé à la Cour européenne des droits de l'homme, qui toujours opère de manière post-judicielle. Et ce n'est pas juste un jeu de mots. C'est donc un système de contrôle externe sur la façon dont les différents ordres juridiques qui sont parties contractantes à la Convention européenne des droits de l'homme ont respecté ou non leurs obligations de la Convention. Monsieur le Président. Monsieur le Président Guillaumard, puis-je avoir votre analyse sur cette même question de la cohérence à assurer entre les droits correspondants des deux sources juridiques? Naturellement, je vais prolonger ce que le président Leynertz vient de dire et que je partage absolument. Mais ce que je voudrais dire au début, c'est que d'une certaine manière, cette mise en cohérence est facilitée par ce que nous rappelions tous les deux dès le début, c'est le fond commun. Le président Leynertz a rappelé que d'une certaine manière, la charte est à l'échelle de l'Union européenne comme une constitution interne. Nous avons, depuis maintenant de nombreuses années, constamment qualifié la Convention d'instrument constitutionnel de l'ordre public européen. Mais cet ordre public européen, il se nourrit des traditions nationales, il se nourrit des identités constitutionnelles de tous les États européens, de la même manière que ces identités nationales et constitutionnelles ont nourri la Charte des droits fondamentaux. Et donc, dans ce système, d'une certaine manière, ground-up, nous puisons nos sources aux mêmes origines. Et donc, d'emblée, par nature, il y a une cohérence globale. Deuxièmement, dans ce cadre de notre supervision subsidiaire, nous interprétons la Convention pour définir des standards minimums. C'est, d'une certaine manière, le dénominateur commun qui doit être appliqué partout, dans les 46 États. Il faut que ce que nous demandions à chaque État de respecter soit respecté partout de la même manière. Et comment nous définissons ces exigences minimales qui sont attachées au plein respect des droits protégés par la Convention? Nous le faisons en tenant compte de tout ce qui vient des États. Et c'est important, par exemple, de rappeler qu'il y a un juge à la Cour par État.
membre du Conseil de l'Europe. Et ce juge, il est élu par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, ce qui donne une sorte de légitimité démocratique très importante dans le contexte actuel. Et il siège dans les affaires concernant son pays pour apporter cette connaissance intime du contexte national. Non seulement, évidemment, le système juridique, qui doit être appréhendé de la manière la plus complète et la plus juste possible pour vérifier si les effets qu'il produit sont compatibles avec les exigences de la Cour, mais aussi l'histoire du pays, le contexte social, l'impact qu'a le litige dans l'affaire et que pourrait avoir un arrêt rendu par la Cour. Nous assurons cette connexion directe entre le fonds commun partagé et la biodiversité juridique, d'une certaine manière, que nous respectons. Nous intervenons en prononçant des arrêts de condamnation lorsque la Convention ne se trouve pas, avec ce minimum commun, pleinement respecté. Et bien sûr, pour les États qui sont membres à la fois de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe, il faut éviter tout risque d'une sorte de conflit de loyauté juridique, si je peux dire, qui consisterait à ce qu'à la fois ils doivent pleinement appliquer le droit de l'Union et pleinement appliquer les standards minimums de la Convention, et qui pourrait les conduire, en faisant l'un, à ne pas respecter l'autre. Dans les jurisprudences, et ça je voudrais insister là-dessus, nous regardons, et nous citons très souvent quand la jurisprudence de la Cour de justice, et bien sûr, j'allais y venir, nous voyons que la Cour de Luxembourg se réfère à notre interprétation, à notre jurisprudence, principes généraux du droit de l'Union. Je peux aller exactement dans le même sens que le président Lenners pour dire fonctionnellement ça marche. Fonctionnellement ça marche parce que nous avons un souci de tenir compte à nos places respectives, dans nos rôles propres, de ce que l'autre ordre juridique et l'autre organe judiciaire de l'ordre juridique produit. Et c'est cette harmonie-là qui, affaire après affaire, permet le bon fonctionnement des deux systèmes. Je vous remercie, Monsieur le Président. Une dernière question, si vous voyez bien, qui est liée à l'actualité au sens large. Dans le contexte politique, géopolitique, sociétal actuel, la démocratie, les démocraties, l'état de droit sont mis à l'épreuve. Quels sont les défis que cette situation engendre, que ce soit sur certains thèmes précis, comme par exemple la liberté d'expression, qui est abordée lors de la rencontre, ou de manière plus générale vis-à-vis de l'institution judiciaire en tant que telle? Nous traversons une période où les menaces s'aggravent, les crises se développent, et où, d'une certaine manière, beaucoup de choses font penser à la période de l'entre-deux-guerres, qu'avaient vécu les fondateurs à la fois du Conseil de l'Europe et de la Communauté européenne. Ils l'avaient vécu dans leur chair, et ils avaient vu ce que ça avait produit. Le totalitarisme nazi, fasciste, communiste, la Deuxième Guerre mondiale, l'horreur de la Shoah. Ils avaient vécu ça. Et il y a une très belle formule d'un des rédacteurs de la Convention européenne, Pierre-Henri Tedgen, qui a été ensuite le deuxième juge français à la Cour après René Cassin, qui a dit: ce que nous voulons, en fait, c'est construire un système pour éviter le retour de l'épouvante. Alors, on doit garder cela à l'esprit, ce que les fondateurs nous ont légué comme système. Et je dis système au pluriel, car il nous appartient de les faire vivre, ces systèmes, précisément pour, d'une certaine façon, affronter les défis contemporains en évitant que des situations qui peuvent faire penser à l'entre-deux-guerres ne débouchent sur pareille horreur, atrocité, le retour de l'antique barbarie. Alors pour cela, il faut d'abord être conscient que rien n'est acquis, que ce que nous pensions d'une certaine façon garanti de façon certaine et durable, l'adhésion à la démocratie, à l'état de droit, l'idée que la loi de la majorité ne peut pas passer sans respect du droit des minorités, l'idée de la séparation des pouvoirs comprise comme une complémentarité entre les pouvoirs, y compris le pouvoir du juge, de vérifier en dernier ressort que les droits fondamentaux n'ont pas été bafoués. Tout cela est aujourd'hui mis en question. Et est mis en question de façon, vous l'avez dit, très variée. Et dans tout cela,
dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'il nous appartient de faire? Il nous appartient de tenir bon, de dire rien n'est acquis mais rien n'est perdu, de faire vivre le système et de le faire partager, c'est-à-dire de faire comprendre aux gens que ce qui a été bâti il y a 75 ans, il y a 25 ans, c'est pour eux, c'est pour leur vie quotidienne, c'est pour assurer, grâce à la restauration de la paix et de la justice, grâce au fonctionnement démocratique de la société, la meilleure vie possible, à savoir la jouissance effective des droits individuels dans un cadre collectif respectueux des grands enjeux du vivre ensemble. À chaque fois qu'il y a une atteinte concrète à l'indépendance judiciaire, à chaque fois que la liberté d'expression se retourne contre les valeurs qu'elle est censée promouvoir, le pluralisme, la tolérance, avec le discours de haine ou de violence qui se développe, il faut rappeler à l'essentiel. Il faut rappeler quel est le cœur à protéger. Et cette année, la Cour, je terminerai là-dessus, européenne, a rendu des arrêts historiques dans des affaires interétatiques, Pays-Bas et Ukraine contre Russie, en engageant, et c'est la première instance internationale à l'avoir fait pour le moment, la responsabilité de la Fédération de Russie dans l'ordre international, et en constatant, ce faisant, de très nombreuses violations systémiques d'un certain nombre de droits, les plus fondamentaux, en rappelant l'essentiel, c'est que par la protection des droits individuels, par la protection à l'échelle de la personne humaine, de ce qui nous est commun, de ces valeurs partagées. Pourquoi sont-ils fondamentaux, ces droits? Parce qu'ils sont au fondement de l'humanité et fondés par la personne humaine. En protégeant cela, c'est l'ensemble du système que nous protégeons. C'est la souveraineté de l'Ukraine bafouée. C'est la possibilité de continuer à l'échelle européenne à porter cette aventure collective qui repose sur ces grandes valeurs partagées qui sont le propre de notre civilisation et de notre culture, l'universalité des droits, le respect du plus intime dans la prise en compte du plus collectif. C'est ça qu'il nous appartient de faire. On ne peut pas le faire tout seul, on le fait ensemble. Monsieur le Président Leynaerts? Je peux tout d'abord entièrement souscrire à ce que vient de dire le président Guillaumard. Nous avons besoin effectivement de ce narratif qui indique que la démocratie est une forme de gouvernance inclusive. C'est-à-dire que tous les êtres humains comptent dans le cadre d'une démocratie. Une démocratie n'est pas ce qui était déjà décrit dans le Federalist Papers aux États-Unis, il y a 230 ans, the tyranny of the majority. Une démocratie n'est pas les 51% qui ont fait la majorité qui gouverne et les 49 sont the enemies of the people. C'est pas comme ça. Donc, dans une démocratie inclusive, tous les citoyens comptent à pied d'égalité. Pour l'Union européenne et son système de gouvernance commune, parce que ça, c'est toujours l'angle sous lequel nous appréhendons ces valeurs de démocratie, d'état de droit, protection des droits humains, ce triangle sacré, je dirais, sur lequel repose le système de valeurs qui fonde l'Union européenne, c'est particulièrement important parce que pour partager une destinée commune en termes de gouvernance, il faut être minimalement du même ciel pour ce qui est des parties prenantes à ce système de gouvernance commune. Ça veut dire que la qualité de la démocratie au sein des 27 États membres et au sein de la structure de gouvernance commune est au cœur de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. L'État de droit ne s'oppose pas à la démocratie. Certains donc, le disent maintenant, c'est bon ton de dire l'État de droit, c'est les juges. La démocratie, c'est la majorité. Et les deux s'opposent parce que les juges protègent la minorité. C'est totalement faux. La démocratie, correctement comprise, c'est pas 51%, c'est 100%. Ça inclut l'opposition à côté de la majorité. Et avec le système de liberté d'expression, de liberté de s'opposer, de pluralisme de la presse, de pluralisme des médias sociaux, là c'est un énorme chantier encore à traiter, mais plutôt sur le plan politique et sur le plan donc juridique, je crains, nous devons faire en sorte que l'ensemble du pluralisme démocratique s'exprime
Et donc là, l'état de droit protège les citoyens, comme le président Guillaumard l'a dit, mais protège aussi le système démocratique, qui est un système qui doit pouvoir évoluer d'élection en élection, et entre les élections, qui doit impliquer la société civile, qui doit impliquer des citoyens et des groupes de citoyens engagés dans la politique. Tout ça est exprimé dans un large éventail d'arrêts de notre Cour, souvent reliés aux libertés fondamentales. Tout ça est donc interprété à l'aune de ces droits humains de la Charte, mais des droits humains qui renforcent une compréhension inclusive de la démocratie. C'est là que l'Union européenne se consolide comme, je dirais, un phare de démocratie inclusive, pluraliste, tolérante, non discriminatoire, basée sur la solidarité, un phare, je dirais, dans le monde entier. Et ça, c'est tout à fait important. Nous avons là un rôle d'exiger des 27 États membres qu'ils respectent ce standard. Notre Cour, comme système constitutionnel, est extrêmement exigeante parce que la pérennité de l'Union européenne comme ordre juridique commun en dépend. Messieurs les présidents, ce fut un honneur et un vrai plaisir d'avoir cet échange particulièrement éclairant et enrichissant avec vous ce matin. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci.